Cogitation radiophonique. Dans ce 4e podcast, nous avons interrogé la pertinence et l'utilité des nosographies pour les psychanalystes. En effet, cette question du diagnostic n'est pas sans diviser. Et Pierre-Henri Castel nous a répondu avec son point de vue d'historien des sciences. Nous nous sommes aussi demandé si la théorie ne pouvait pas alourdir le processus analytique. C'est pourquoi nous avons demandé à Pierre-Henri Castel quel est le poids du modèle théorique dans la cure. En d'autres termes, les effets d'une psychanalyse faite par un lacanien seront-ils différents de celles réalisées par un clénien ? Il nous a répondu en nous parlant de sa conception de l'analyse de contrôle et en critiquant une forme de supervision. C'est aussi sur le thème du complexe d'Oedipe qu'il nous a répondu, toujours avec ce même refus d'une conception naturalisée. Car certains théoriciens contemporains en appellent à la fin de l'Oedipe. Mais quel est l'intérêt de ce mythe en psychanalyse ? Sur la question là, de la psychopathologie et des écoles doctrinales et des modèles, etc., c'est vrai que ma formation de philosophe des sciences me met beaucoup plus en sécurité à cet égard, parce que moi, les changements de théorie, c'est mon quotidien, c'est-à-dire que c'est pas du tout... tout ça se discute, hein, c'est même on est dans un élément dans lequel... Il y a beaucoup plus de facilité à faire ça, et ça se discute parce que souvent les philosophes des sciences, c'est rarement quand même des scientifiques, et donc comme ils sont pas engagés dans des pratiques, ils sont pas pris dans des inerties qui font qu'il faut qu'ils soient quand même cohérents avec leur propre modèle, et donc on joue plus facilement avec les modèles. Bon. Néanmoins, moi je crois que quand on me pose la question de savoir si la psychopathologie, la psychiatrie et les nosographies sont utiles aux psychanalystes, ma réponse est oui. La réponse est absolument oui. Je crois que psychiatre n'est absolument pas un mauvais chemin ou d'entrer dans la psychanalyse. C'est pas du tout un obstacle. Et même d'ailleurs c'était très rigolo quand j'ai soutenu mon habilitation, il y avait un grand historien de la psychiatrie qui s'appelait Lanteri Laura, qui était dans mon jury, et Lanteri Laura avait fait rire tout le monde en disant que ce que je faisais c'était de la psychiatrie laïque. C'est qu'effectivement j'ai fait beaucoup de cliniques, j'ai enseigné la clinique psychiatrique, et sans être médecin. Des présentations de malades, c'est par pure culture, vous voyez, à la fois clinique, venant de la psychiatrie, nourrie comme ça, et de culture historique, en expliquant qu'est-ce qu'on fait apparaître chez quelqu'un, comment... Et souvent, d'ailleurs, dans mes reprises avec Jean-Jacques Tissler, je prenais le temps de dire, voilà, ce qu'un Bleuler aurait vu là, ce que un Minkowski aurait vu là, ce que Henriet aurait sélectionné ici, etc., de façon à introduire cette espèce de profondeur historique qui fait qu'on voit que la détresse psychique, un délire, une hallucination, etc., n'est pas si évidemment naturalisable, éternel que ça, et que les enjeux de prise en charge, de manière de parler aux patients, d'organiser sa vie, de voir un peu comment on va pouvoir sauver ce qui peut être sauvé autour de lui, se posait pas toujours de la même manière, selon qu'on avait ou pas une sécurité sociale, des institutions pour soutenir, des médicaments, quel type de médicaments, incisif sur quoi, à quelle dose, tout ça on peut le penser. C'est pas des faits qui sont inscrits comme ça dans des tableaux biologiques. Ça implique une réflexion sur les enjeux de ce genre. Et le problème, c'est que du coup, le problème de cette nosographie, c'est qu'elle n'est utile que quand on comprend comment elle est produite, par qui et pourquoi. Et que ça, c'est pas en général
la conduite à tenir, comme on dit, la CAT, ça, la conduite à tenir, il faut la supplémenter de cette réflexivité-là. Et que pour des raisons qui ont trait à l'industrialisation de la production des médecins, qui, aux États-Unis notamment, quand il a commencé à y avoir non pas quelques médecins, des bourgeois, élitistes, très bien payés, appartenant aux couches supérieures de la société, mais des centaines et des centaines de milliers de médecins qu'il a fallu former de façon standardisée en s'assurant qu'ils savaient vraiment le minimum, et puis surtout qu'ils allaient obéir aux injonctions des savants et des statisticiens et des pouvoirs publics, etc. On a énormément normalisé la formation de la médecine en diminuant le pouvoir de réflexivité critique des médecins, la part que les médecins peuvent consacrer à autre chose que l'amélioration de leurs compétences scientifiques strictement naturalistes et de leur capacité à concevoir leur propre exercice. Et la psychiatrie, qui était un abri à l'intérieur de la médecine, assez progressivement, parce que bon, ça c'était réglé avec les infectiologues, très rapidement, c'est les statisticiens qui ont décidé quels étaient les médicaments qu'il fallait donner. Et puis progressivement, ça a gagné l'ensemble de la médecine, ça a fini par atteindre, avec l'evidence-based, ça a fini par atteindre la psychiatrie. Pour le meilleur, on ne peut pas éviter, c'est pas un mal, on ne peut pas l'éviter. C'est-à-dire que plus on a division du travail, plus on a spécialisation, intégration, etc., plus aucun médecin aujourd'hui ne comprend en réalité le sens déterminé et scientifique de chacune des choses qu'il fait. D'ailleurs, quand on prend des médecins et qu'on va faire des chercheurs scientifiques, c'est pas leur thèse de médecine qu'on utilise. Il faut faire une thèse de science. Il faut tout reprendre, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des mauvais médecins ou qu'ils n'ont pas une pratique scientifique, mais leur compréhension au juste de ce que c'est que la réaction chimique du médicament bidule sur la cellule chose, etc., seul, non pas un oncologue médecin, mais un biologiste moléculaire est susceptible de le comprendre. Et ce biologiste moléculaire lui-même dépend de toutes sortes de concepts qui sont fabriqués par des généticiens ou des... Voilà. Et donc, en fait, on est dans une division du travail absolument infinie qui fait que la psychiatrie a fini par se faire rattraper au col. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que c'est pas du tout un problème, à condition que on ait ce type de compréhension réflexive de ce qu'on fait quand on les utilise, d'avoir de l'histoire des sciences, de comprendre les problèmes, de comprendre des controverses, de se situer par rapport à ces choses-là. Et ça n'est pas du relativisme. Ça consiste au contraire à prendre au sérieux la situation dans laquelle on est. Les contraintes qui sont exercées sur les gens, le fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, le fait qu'on est sous le contrôle des autres et quand on avance, et que ces catégories nosographiques, elles doivent être réfléchies. Moi, je crois que le modèle théorique des psychanalystes, ça ne pose un véritable problème que dans un contexte spécifique particulier où il y a endoctrinement potentiel. C'est la supervision. Franchement, les analystes que je vois qui viennent me confier leur pratique, ils sont tellement, heureusement, submergés par la complexité de la situation concrète auquel ils ont affaire, que leur possibilité de véritablement appliquer un modèle est guérie à la racine par le symptôme auquel ils ont affaire. C'est-à-dire que dès qu'ils travaillent sérieusement, c'est quand même assez compliqué d'avoir des attitudes extrêmement dogmatiques à l'égard de ce qu'on a à faire. Donc c'est beaucoup moins dans la cure, où dans la cure, ça relève de choses comme les préjugés du psychanalyste. C'est beaucoup moins ces modèles théoriques que ces préjugés. C'est le fait que cette façon-là de parler de la mort, cette façon-là de baiser, cette façon-là de s'occuper des enfants, ça lui retourne des boyaux et qu'il ne va pas pouvoir rester neutre devant ce genre de choses, que la question de vouloir absolument caser son vocabulaire théorique dans les interprétations du patient. On a beaucoup plus affaire à du préjugé qu'à... En revanche, quand il s'agit de la supervision, et ça, c'est très problématique. Et ça l'est d'autant plus que, pour des raisons qui sont d'ailleurs aussi souvent des raisons
des raisons sociales, hein, et même d'ailleurs des raisons, oui, des raisons sociales, des raisons de parcours de vie. Il me semble que les gens ne font pas assez d'analyses. C'est-à-dire qu'ils font des analyses extrêmement longues, 10-15 ans. C'est les gens qui deviennent des analystes, hein, deviennent 10-15 ans, plus encore. Mais ils ne font pas des analyses avec suffisamment de gens différents. Et qu'il y a cette idée qu'au fond, une analyse, il n'y en aurait qu'une, avec des tranches. Et quand tout à l'heure, je vous disais que la vie moderne peut éventuellement vous retourner la tête dans des circonstances qui n'étaient pas prévues, voilà, des contingences qu'on rencontre qui font que vous pouvez éventuellement accepter que c'est pas vos fantasmes fondamentaux qui vont changer, hein, ni votre enfance, mais la manière dont vous jouez vos cartes dans le jeu peut permettre, vous voyez, de rencontrer, hein, des moments nouveaux, hein, des figures nouvelles, permet d'avoir d'autres analyses. Et moi, par exemple, j'ai fait plusieurs analyses, et des analyses très différentes, des analyses lacaniennes, des analyses, enfin, beaucoup plus classiques, beaucoup plus freudiennes, et puis j'ai eu l'opportunité de faire une analyse de contrôle, une supervision avec un Italien qui s'appelle Antonino Ferro, qui est un représentant assez éminent du bionisme contemporain, etc. J'ai toujours été très frappé du fait que c'est toujours Pierre-Henri Castel à qui il est arrivé X ou Y dans l'enfance, l'adolescence, la famille, etc. Sauf que, quand même, c'est pas pris de la même manière. Des choses apparaissent de façon assez singulière. Le fait qu'un analyste soit un homme ou une femme, assez curieusement, ça ne joue pas le même rôle dans le fait que je me sois occupé d'adultes, puis ensuite d'enfants, que je me sois occupé de psychotiques, que j'ai apporté des cas différents, a joué un rôle majeur dans quelque chose qui, alors, pour les gens qui n'aiment pas, disent produit de la confusion et de la bizarrerie, et moi, je trouve que ça a une forme de souplesse. J'ai été très frappé de ces distinctions-là, quoi, hein. Et donc, à condition que les supervisions ne soient pas des inculcations dogmatiques de ce que vous devez faire ou de ce que vous devez dire avec le patient, mais soient des analyses de contrôle. Ce vieux terme, que je trouve vraiment important, c'est une analyse de contrôle, menée par quelqu'un qui a une ambition très claire de recherche. C'est-à-dire, ce que vous apportez, l'histoire de cette patiente, de ce gosse, de ce psychotique, si ça vous pose un problème, chers collègues, si ça vous pose un problème, c'est qu'il y a un problème et que nous allons travailler ce problème. C'est une opportunité extraordinaire que vous apportez là de soulever des questions. Et donc ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller vous redresser vos conceptions sur ce que c'est que le patient, c'est de voir ce qui se passe entre vous et dans quelle mesure ce qui se passe entre vous peut être désencombré. Qu'est-ce que vous avez trouvé, oui. Et moi, une des choses qui m'avait stupéfaite avec Antonino Ferro, c'est que jamais Antonino Ferro ne s'en est pris à ma façon de faire. Pourtant, on est vraiment dans des univers intellectuels. Enfin, vraiment, c'est complètement fou, quoi. Ça n'a aucun rapport, quoi. D'ailleurs, ça devait le faire marrer de voir un jeune analyste quand même très lacanien. Enfin, pas jeune, hein, j'étais pas jeune. Mais un analyste lacanien, etc. Mais maintenant, jamais il ne s'est intéressé à autre chose que ce qui se passait entre le patient et moi. Pas du tout à ce qui éventuellement, dans ma propre structure psychique, posait un problème et faisait que... Ce qui n'a pas été d'ailleurs quand même sans effet, hein. C'est-à-dire que du coup, mais c'est vous-même qui prenez conscience du fait que si la supervision se passe de cette façon-là, alors que peut-être qu'effectivement ça vous fait penser à un truc que vous pourriez aller dire sur un divan, ou ça vous rappelle un épisode de votre cure, ou des choses de ce genre-là. Mais jamais ça ne l'a intéressé. Ce qui l'intéressait, c'était ce qui se passait entre le patient et comment, là, il y avait un truc génial, quoi. C'était vraiment...
Et souvent, d'ailleurs, on vient en supervision avec l'idée qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on est complètement en panne. Et moi, ça me paraissait sidérant, c'est qu'on ressortait de ces séances de supervision avec l'idée, là, oh, mais il y avait tout ça, oh là là, tu vas pas pour faire ça, si, lui poser telle question, faire tel dessin, et c'était ça qui était réanimé. Bon. Dans ce registre-là, si c'est des analyses de contrôle menées dans cette perspective de recherche, d'opportunité extraordinaire, quelqu'un vient vous parler d'un patient, est-ce qu'il a un problème? L'effet d'endoctrinement est limité. Bon. Maintenant, ça suppose une chose, hein, très importante, c'est qu'on soit dans une perspective où la psychanalyse ne se transmet que dans sa transformation. Si la psychanalyse, c'est une espèce de création culturelle dont on veut préserver absolument l'identité orthodoxe, parce que ça c'est de la psychanalyse et ça c'est pas de la psychanalyse, hein, on est très très mal barré. Et que je peux le dire maintenant, moi, mon aversion pour la supervision, qui fait que j'en ai quasiment jamais fait quand j'étais jeune analyste, était liée à cette espèce d'inculcation où des gens qui étaient quand même pas Lacan ou Freud, allaient venir m'expliquer ce qu'il fallait que je fasse avec bidule ou trucmuche, ce que je veux bien. En fait, la vraie supervision, c'était avec les copains et les copines. C'est-à-dire, en fait, c'est entre amis, on va bouffer un resto et puis on explique qu'il y a machin. Alors évidemment, des amis, des vrais amis, des gens avec qui on peut baisser la culotte et dire j'ai eu telle pensée sexuelle, ou j'ai fait telle connerie, ou j'ai tel problème d'argent, en appelant un chat, hein, c'est des vrais amis. Et que des gens éclairés qui ont fait des analyses, et que c'était en fait la vraie analyse de contrôle se faisait d'une manière extrêmement solidaire avec les autres. Mais la dimension pyramidale de se faire inculquer que là on a pas repéré que c'est telle catégorie psychiatrique et qu'en plus on voit pas qu'on est l'objet petit a, c'était intolérable. Et il y avait des gens qui en revanche adoraient ça. Ils adoraient ça, ils y retournaient, ils allaient comme ça raconter, se confesser. Moi, je n'ai jamais admis ça, c'est insupportable. Et ça fabriquait évidemment des gens qui. Alors bon, ça veut dire que pour moi, apprendre la psychanalyse, quand vous posez la question, c'est qu'à mon avis, il faut faire plus d'une cure. Il faut faire des cures avec des gens différents. Il faut. Plutôt qu'une cure de 20 ans, je suis plutôt partisan qu'il y en ait 3 de 7 ou 8, hein, ou de 6 ou 7, et que vous alliez jusqu'au bout de voir ce que quelqu'un apporte ou pas, quitte à ce qu'il y ait des tensions. Je pense qu'il faut également plus d'un superviseur, il faut avoir des superviseurs très différents. Il faut aussi faire comme les premiers psychanalystes, il faut avoir des amis avec qui on peut appeler un chat, à qui on peut raconter un rêve en sachant que ce que le copain va comprendre, c'est pas forcément un truc qui va vous plaire, mais à qui on peut appeler un chat dans tous les domaines, hein, l'argent, le sexe, la politique, etc. Que les gens soient. Et c'est des vrais appuis, hein, c'est des choses qui ne soient pas verticales, hein, qui soient horizontales. J'avais noté aussi qu'il faut des lectures systématiques. Il faut des lectures systématiques. Si vous lisez Freud, vous lisez tout Freud. Hein, si vous lisez Bion, vous y allez, vous rentrez là-dedans. Il faut des lectures systématiques. Il ne faut pas grappiller. Il faut surmonter la tentation de l'éclectisme. Si vous allez voir un analyste qui est très freudien, vous mettez dans cette peau-là. Voilà. Je pense qu'il faut également, pour se former aujourd'hui, avoir une pratique beaucoup plus large que celle qu'on avait autrefois. Il faut voir des enfants, il faut voir des adultes, il faut voir des patients à l'hôpital, il faut voir des patients psychotiques. Il faut avoir une très large culture de l'ensemble des pratiques de la psychanalyse.
Mais le psychanalyste qui n'a vu que des adultes névrosés toute sa vie, etc., qui s'est jamais coltiné à des grandes psychoses, qui suit pas des psychotiques au long cours, ou qui voit pas d'enfants, etc., il va pas pouvoir avoir accès à la vraie vie psychanalytique d'aujourd'hui qui est nourrie par des entrées très différentes, par des gens qui ont eu beaucoup d'enfants, qui ont vu des gens en prison, qui ont commis des crimes pervers, qui ont vu des psychotiques qui ont essayé de réveiller des schizophrènes très assommés dans des institutions, qui sont intéressés à des traumatisés, à des handicapés mentaux, etc., qui nous apportent des choses absolument étonnantes et qui sont de nature, comme ça, à permettre de voir les choses. Et puis, je pense, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que le fait du compagnonnage aussi produit une tempérance à l'égard de l'endoctrinement. C'est-à-dire que c'est générationnel, parce que bien souvent, la différence de génération dans la supervision fait qu'il y a des tas de trucs auxquels on n'est pas absolument, on n'est pas raccord quand il y a trop d'écart d'âge, etc. Il faut qu'il y ait aussi, alors ça apporte des choses, les écarts d'âge, mais il y a aussi ne serait-ce que les différences de culture, de ressources mobilisées par les gens qui sont plus expérimentés que nous. Mais il y a aussi tout ce qui est dans la vie pulsionnelle, des degrés de tolérance ou de sensibilité, etc., qui sont notamment sur le plan érotique ou sur le plan esthétique, par exemple, qui font que c'est quand même les générations, ça existe, quoi, et que être sensible à ces choses-là joue un grand rôle dans le. Bon, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est assez structuré, mon idée. Je suis les gens qui parlent de l'endoctrinement psychanalytique, etc. On a très envie de leur dire, mais les instruments que vous utilisez pour combattre l'endoctrinement psychanalytique, ils ont exactement la même forme que ce que vous combattez. C'est de l'endoctrinement foucaldien ou de l'endoctrinement deleuzien ou guattarien, etc., qui ne vaut pas plus que l'endoctrinement qui est combattu avec. Donc, si on ne veut pas tourner en rond là-dedans et perdre l'intérêt de ces démarches critiques, voilà un peu ce qu'il faudrait faire. C'est pas multiplier les points de vue, c'est... Si on dit c'est multiplier les points de vue, ça va faire éclectique. C'est accepter qu'il y ait une pluralité intrinsèque dans l'exercice et dans les rencontres. Et je pense en particulier le fait, c'est très très bénéficiaire, ça apporte beaucoup d'avoir fait des tranches avec des gens différents. Est-ce que c'est pas un point de vue, vous voyez, d'aller voir un homme ou une femme? C'est pas un point de vue de voir quelqu'un qui est très très un bionien, qui a passé sa vie à s'occuper de gosses et qui a travaillé en prison, plutôt qu'un freudien parisien qui a vu beaucoup de névrosés et qui connaît un peu la musique sur ce que c'est qu'un fantasme et son destin. C'est plutôt comme ça que je dirais. Freud lui-même était tout à fait conscient du fait qu'aujourd'hui, pour nous, c'est insupportable l'idée de coucher avec sa mère, sa sœur, etc. Mais comme c'est un épouvantable positiviste naturaliste du 19e siècle, il disait qu'il fallait surtout pas s'imaginer que ce serait toujours comme ça, que peut-être... Vous voyez, il n'avait pas du tout cette espèce de vision... Ce qui définit l'humanité ou le sujet, c'est la séparation d'avec la mère, vous voyez, ces espèces de durcissements structuralistes qui sont souvent d'ailleurs des motifs très conservateurs dérivés du lacanisme,
dans lequel la métaphore paternelle, sinon c'est la psychose. Enfin, il n'avait pas du tout ce genre de vision. En même temps, c'est le même Lacan qui est tout à fait conscient du fait que l'Oedipe freudien, c'est-à-dire l'Oedipe viennois, de la famille comme elle se constitue à l'époque, est traversée de tensions historiques extrêmement fortes, et que l'histoire de la famille fait partie des choses auxquelles on doit penser quand on s'occupe des patients. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Bon. Une personne avec qui j'ai travaillé et dont le travail est absolument admirable à cet égard, Geneviève Morel, là, qui raconte, qui est une psychanalyste qui a vraiment un référentiel lacanien très 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 fort, très déterminé, qui comprend vraiment de quoi il s'agit dans les concepts de Lacan, qui montre comment s'en sert. Raconte comment ce que c'est de s'occuper d'enfants dont les cas de mère, etc. Qui raconte très bien que c'est pas vrai du tout que ça fait des schizophrènes. Hein, ça, c'est du délire, tout ça. C'est de la panique morale. Hein, et voir comment les choses se constituent, et montre bien qu'en fait c'est à un autre niveau que celui de l'Oedipe viennois, mais qu'il n'y a pas de raison de penser que c'est papa, maman et les enfants. En tout cas, moi, quand on aborde cette question de l'Oedipe, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de sortir des débats, en quelque sorte, philosophico-culturels hors sol, qui sont typiques des sociétés contemporaines, dans lesquelles l'ambition d'émancipation, c'est finalement l'ambition de l'individu qui voudrait exister en fonction de ce que lui seul reconnaît, admet, etc. Il y a quand même un fait simple et brutal qui organise la transmission des générations dans nos sociétés, et qui s'apprécie de manière comparative quand vous regardez comment ça fonctionne dans d'autres sociétés contemporaines ou passées. C'est que pour chacun d'entre nous, devenir un adulte, c'est devenir l'égal de son père ou de sa mère. C'est devenir un égal. C'est-à-dire que devenir un adulte, c'est pouvoir parler à son père, à sa mère, comme un égal, comme un ami, une relation, quelqu'un qui a son expérience de la vie, puis moi j'ai la mienne, qui a son rapport à la sexualité, et moi j'ai le mien, qu'a fait ses enfants, qui les a élevés comme ça, et moi je vais les élever comme ci et comme ça, et que on peut lui demander conseil, on peut lui demander son avis, on peut aussi bien le détester et ne plus jamais lui parler, et le code civil ne vous en empêche absolument pas. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, il y a une égalité statutaire. Devenir adulte, c'est conquérir une égalité statutaire intégrale, économique, juridique, sexuelle, matrimoniale, à l'égard de ses parents. C'est un processus qui s'est lentement organisé au XIXe siècle et qui subsiste de façon encore très forte, hein, mais il y a des éléments qui sont résiduels, hein, qui sont très importants, enfin de moins en moins importants, mais c'est ça, c'est l'égalité statutaire. Freud a inventé la psychanalyse dans une société régie par le droit libéral du mariage, du choix libre des conjoints. Et la plupart de ces patients viennent d'une société dans laquelle l'autorité des parents et le choix, l'influence des parents, l'idée qu'on va se marier, qu'on va organiser les mariages, surtout dans la communauté juive, est extrêmement puissante. Et puis il y a des questions d'argent dans la haute bourgeoisie qui sont extrêmement importantes aussi, voire d'alliances entre familles pour des... Donc il y a des tensions de cet ordre qui ont progressivement disparu dans la vie commune des sociétés démocratiques ultérieures. Bon. Mais de toute façon, devenir l'égal statutaire de ses parents, c'est ce à partir de quoi il faut comprendre le complexe d'Oedipe. Tout simplement, c'est que vous allez devoir... on ne peut pas considérer que tuer le père, aussi l'identification paternelle ou l'identification symbolique ne soit rien d'autre que de se retrouver à devoir occuper une certaine place à égalité avec avant. Hein. Et que maintenant, les enfants qu'on a, on les a sur les bras. Hein, et que donc, il va falloir inventer
réinventer, retrouver quelque chose d'une position paternelle qu'on occupe de manière symbolique, mais qui ne vous inscrit pas dans une chaîne de dépendance hiérarchique, par exemple, comme dans des sociétés lignagères, ou dans des dispositifs encore plus compliqués que ça, dans des sociétés, par exemple, sociétés à caste, dans lesquelles, en Inde, où ils ont beau dire qu'il n'y a plus de caste dans la Constitution, tout le pays est entièrement structuré par la vie des castes, et donc par l'organisation familiale interne, et les rapports entre les hommes et les femmes, etc., alors qu'officiellement, tous les Indiens sont censément être des égaux. Donc nous, on a affaire à ça. Tant que vous avez affaire à ça, la question de l'identification, pour les garçons, de l'identification paternelle, par exemple, puisque c'est le cas standard chez Freud, il est je trouve, moins intéressant que Lacan sur les femmes à cet égard, sur les filles et les femmes. Chez Lacan, chez Freud, c'est extrêmement sensible, hein, c'est ça. Donc là, moi je veux bien qu'on critique l'Édipe, etc. Dans les faits, hein, les adolescents, à un moment, ils vont devoir dire je prends la responsabilité de me mettre avec cet homme, avec cette femme, et que je vais pas demander la permission de faire des enfants, et que je vais pas demander non plus d'argent pour les faire vivre, et c'est moi qui vais gagner ma croûte, et j'en suis content, et je vais choisir une femme qui va être dans la même disposition que moi, pour qu'on ait, et on ne demandera la permission à personne, ni des rapports sexuels, ni de leur fécondité, ni de ce que moi je considère être les valeurs à transmettre, etc. Ça, des sociétés comme ça, il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment absolument typique des sociétés modernes, parce que si vous réfléchissez, c'est pas des droits qu'on se permet, c'est des contraintes normatives qui s'exercent. Socialiser les gens, socialiser ces enfants, c'est les mettre en position de faire ça à leur tour. C'est donc pas des trucs qu'on s'autorise, c'est des trucs qu'on prescrit. On va élever les petits avec l'idée qu'un jour, oui, tu partiras. Et c'est-à-dire souvent associé à l'idée, oui, un jour papa et maman vont mourir, les grands-parents vont mourir, etc. Et c'est lié à cette espèce de chose dans laquelle il faudra réinventer. Les sociétés individualistes sont des sociétés où à chaque génération, la réinvention de la paternité et de la maternité se produit à nouveau frais, et que cette réinvention est une exigence. C'est-à-dire que celui qui n'est capable que de reproduire des stéréotypes parentaux hérités est désocialisé. Il a un problème. Et même, il est gravement névrosé. Et il a des empêchements très, très lourds. Et que la psychanalyse vient... vous voyez, la question de la résolution du complexe d'Oedipe, il ne faut jamais perdre de vue ce contexte anthropologique particulier. Qui fait que l'ethnopsychanalyse, par exemple, pour prendre dans d'autres sociétés, où les structures familiales ne nous apparaissent extérieurement comme différentes, on a l'impression qu'on cerne positivement à la différence par des jeux, ils n'ont pas la même nomenclature de parenté, ils n'ont pas les mêmes liens de dépendance, etc. En réalité, subjectivement, elles nous sont très difficilement pénétrables. Très difficilement pénétrables. Et que l'ethnopsychanalyse, c'est quelque chose de très 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 complexe, dans la mesure où moi je pense que ça a une valeur révélatrice par rapport à ce qui se passe chez nous, plutôt qu'une valeur constructrice à l'égard de ce qui se passe chez eux. Et que ça nous apprend des choses sur ce qui se passe chez nous, mais je suis beaucoup moins sûr que la psychanalyse pourrait leur apprendre des choses sur ce qui se passe chez eux. C'est pas exclu, mais je serais très prudent à cet égard, parce que ce dont on parle là avec le complexe d'Oedipe, c'est que c'est quand même quelque chose qui est fait pour rendre compte de ce qui se passe dans une société qui progressivement en est venue, avec le processus de civilisation, l'autonomisation, l'intériorisation de l'autocontrainte, la disparition des contraintes externes, à laisser les gens se choisir les uns les autres et assumer génération après génération la reconstitution de ce que c'est que la famille. Et donc de laisser à chaque génération le fait que il y a des familles,
ils acceptent, voilà. Par exemple, on accepte de plus en plus des familles avec 2 parents du même sexe. On accepte, voilà, on les invite à bouffer, on vit avec eux. Vous voyez, c'est étonnant, hein, mais c'est pas du tout parce que ça se relâche ou ça se défait. C'est parce que ça se sophistique et ça se raffine de plus en plus en créant des contraintes nouvelles. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas sur le dip moi, je quand les gens racontent des tas de choses sur c'est fini. Enfin, bon, leurs enfants, ils les élèvent hein, pour qu'ils puissent vivre indépendamment. Mais ça, il suffit de ça. Hein. Ou alors, au contraire, ils échouent à élever leurs enfants à ce qu'ils vivent indépendamment, mais c'est un échec. Tandis que dans d'autres sociétés, ce qui est normatif, c'est qu'on élève des enfants qui resteront fondamentalement dans un rapport d'intégration au lignage, de respect de l'aîné, de l'ancêtre, voire de l'ancêtre idéal qui est le père du lignage, par exemple, hein, comme dans ce que je décris dans la société Wolof des enfants. Alors évidemment, bien sûr, la plupart des débats idéologiques sont liés au fait que quand vous avez une conception naturalisée de la psychanalyse, où l'Oedipe c'est une sorte de structure mentale gravé quelque part, c'est pas le guignol, le surmoi est une espèce de guignol qui s'agite dans les circuits thalamiques à réguler votre affectivité. Évidemment, les gens deviennent complètement fous, c'est-à-dire c'est la fin de la civilisation si la famille nucléaire que les gens s'imaginent littéralement être une réalité anhistorique et asociale éternelle. Est attaqué, ou au contraire, c'est un attentat contre les valeurs. Et donc la guerre des dieux, comme dit Max Weber, hein, la guerre des dieux qui agite nos sociétés, la guerre des dieux, c'est la guerre des valeurs. Hein, c'est qu'il y a des valeurs dans l'individualisme, c'est le propre de l'individualisme, de produire des valeurs dans l'individualisme qui sont complètement antagoniques, etc. La guerre des dieux se déchaîne. La distance que je propose, c'est que la psychanalyse ne tranche pas, hein. Elle ne dit pas hein, ce qu'il faut. Elle laisse les gens, mais qu'elle fait plus de lumière, elle éclaire le type de conflit auquel on va devoir avoir affaire. Parce que ces conflits-là sont inévitables, ils sont structurants. Et elle ne dit pas s'il faut un adolescent s'il a raison ou pas, etc. Qui veut faire ceci ou cela de sa vie. Mais ça met un peu de lumière sur ce genre de choses. Ce 4e podcast a été cogité et réalisé par Thomas Rego, Sam Badé au piano et Paul Poulain. Un grand merci à Louis Duruflet du studio Flamboyance pour avoir tenu le micro. Nous tenons à remercier sincèrement Pierre-Henri Castel pour avoir pris le temps de répondre avec attention à nos nombreuses questions.